Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur le réseau. Trouver le bon job grâce au réseau. Et je suis ravi d'accueillir Hervé Baumler qui n'est plus à présenter, mais je vais quand même le faire. Donc Hervé Baumler, c'est une personne que j'ai connue il y a bientôt 20 ans maintenant. Je me dis, waouh, le temps passe vite. C'est un fidèle parmi les fidèles qui contribue à la fois au pôle carrière arts et métiers et aussi aux autres associations à diffuser la bonne parole sur le réseau. Et vraiment, je tenais à te remercier tout particulièrement de commencer l'année sur ces bons conseils. Donc, merci beaucoup, Hervé. Hervé, donc tu fais de l'accompagnement de dirigeants à enjeux dirigeants et tu t'es spécialisé en fait sur la thématique du réseau, où tu as publié de nombreux ouvrages. Tu publies aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, de nombreux conseils que l'on diffuse également. Donc, un grand merci Hervé. Et nous animons cet atelier en co-branding avec d'autres associations. Donc, bienvenue Michel Rosaire des Mines. Et puis, je Mhm. crois qu'il y a encore d'autres assos qui sont avec Oui, nous. il y a d'autres ingénieurs, hein, en plus des Tout à ingénieurs fait. de mines et des ingénieurs arts et métiers. Il y a également des ingénieurs agro et puis il y a aussi des diplômés de l'EM Lyon. Donc tout ça nous fait un beau panel de belles écoles réunies. Et puis également ce webinaire est aussi co-brandé avec un groupe sur lequel je vais m'attarder 2 petites minutes qui s'appelle L'Union fait la force. Donc, c'est un groupe qui a été fondé il y a une vingtaine d'années bientôt sur la thématique de la recherche d'emploi au moyen des outils du réseau. Fondé donc il y a une vingtaine d'années par deux ingénieurs des mines qui étaient au chômage à l'époque et qui se disaient on est de brillants ingénieurs, mais par contre, brillants ingénieurs, mais on n'est pas très bon en communication, en marketing de soi, et donc on va essayer de partager toutes ces bonnes pratiques avec d'autres écoles, et notamment des écoles comme les écoles de management qui seraient plus performantes que nous en matière de communication globale. Donc c'est un groupe qui existe toujours, hein, qui se réunit tous les mercredis soirs au sein de l'école des mines, hein, juste à côté du Luxembourg. C'est ouvert donc à tous les alumni dans cette optique de réseau, hein, que Hervé va nous démontrer plus avant, nous prouver que effectivement c'est quelque chose d'absolument essentiel et dans lequel il faut se lancer, qu'on soit prêt ou un peu timide, mais qu'il faut absolument mettre en place. Et donc on échange, on travaille sa méthodologie de recherche, on échange des pistes de contact réseau. On se soutient et donc on utilise tout ce qui est réseau au sens le plus large, avec un X à la fin, pour développer sa recherche d'un nouveau job. Voilà, donc si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi par LinkedIn ou vous interrogez vos responsables carrière qui vous donneront mon mail aux mines de façon à pouvoir prendre contact avec moi. Voilà, ben moi j'ai dit ce que je voulais dire et maintenant la parole est à toi Hervé. Si Frédéric a terminé, Tout à fait. À voilà. toi, Hervé. Merci beaucoup et donc je prends la parole. Donc nous allons évidemment parler ce soir de trouver le bon job grâce au réseau. Alors, comme introduction, euh, comment moi j'ai découvert le réseau? Alors évidemment, je l'ai découvert sur le tard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation au réseau dans les écoles quand on est étudiant. Encore aujourd'hui, hein, il y a quasiment pas de formation au réseau, hormis une ou deux écoles. Donc, on découvre ça quand on en a besoin. Donc, moi, je me retrouve, après une vingtaine d'années de carrière dans la communication, dans des agences de publicité, dont je me fais virer par une des agences. Et donc, je me retrouve en cabinet d'outplacement. Donc, j'ai la chance d'avoir un outplacement payé par l'entreprise.
Et assez rapidement, mon choix est fait, c'est de travailler dans l'accompagnement professionnel. Sauf que je viens pas du tout de ce milieu-là. Je suis étiqueté publicitaire et je veux rentrer dans un métier qui ne me connaît pas, sur lequel j'ai aucune légitimité. Et donc déjà, j'accepte de baisser mon salaire, mais surtout, la personne qui m'accompagne, le consultant qui m'accompagne, me dit, ben Hervé, pour entrer dans ce métier comme dans beaucoup de recherches d'emploi, il faut que tu fasses du réseau. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc, il m'explique, d'ailleurs très bien, et je commence à me lancer dans le réseau en recherche d'emploi. Et comme toujours, au départ, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi des gens que je ne connais pas vont accepter de me recevoir? Et donc, j'applique la méthode et c'est génial. Je vais rencontrer à peu près 70 personnes. J'en connaissais deux au départ, les 68 autres, je ne les connaissais pas. Et je suis reçu globalement, vraiment à 99%, avec bienveillance, gentillesse, et les gens essayent de m'aider et m'aident. Et donc, de contact en contact, j'arrive à me rendre visible et lisible dans l'écosystème que je vise, qui est de rentrer dans un cabinet d'accompagnement professionnel. Et au bout d'un certain nombre de mois, évidemment, j'ai des propositions de job pour démarrer dans ce métier. Et donc, je découvre le réseau. Et c'est absolument génial. Et je me dis, mais comment ça se fait que personne m'en ait parlé avant? Et je commence dans le métier de l'accompagnement professionnel, dans un cabinet donc d'outplacement. Et je me dis, bon, le réseau, c'est tellement génial que je vais lire tout ce qui a été écrit là-dessus. Et je me précipite évidemment dans tous les bibliothèques et compagnie de l'époque. Je pense qu'il y avait déjà peut-être Amazon. Et je regarde ce qui a été écrit sur le réseau. Alors, je trouve des livres aux États-Unis, mais des livres plus sur le réseau en général ou le réseau business, mais pas sur le réseau en recherche d'emploi. Et je cherche en France et il n'y a quasiment pas de livre où le seul livre qui a été écrit est épuisé et je n'arrive pas à le trouver. Et donc, je me dis, bah, je débute dans le métier, mais c'est pas grave, je vais écrire le bouquin. Et donc, j'ai écrit ce premier livre qui s'appelle Trouver le bon job grâce au réseau, qui est paru en 2005. Et en 2024, on est à la huitième édition et ce livre a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires. Alors, c'est un vrai succès de librairie, c'est un vrai long-seller. Le long-seller, c'est un livre qui se vend pendant des années. Donc, huitième édition. Et c'est d'autant plus un vrai succès que j'ai publié 6 autres livres qui n'ont pas du tout eu le même succès. Donc, je sais ce que c'est un succès littéraire à défaut du prix Nobel ou du prix Goncourt. En tout cas, un livre qui se vend et qui rend service. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment le réseau en recherche d'emploi. Et le réseau en recherche d'emploi, c'est donc, vous l'avez compris, se rendre visible et lisible auprès d'un écosystème qui est défini par votre projet. Je recherche un poste de directeur financier, je recherche un poste de directeur général, je cherche un poste de directeur clientèle, de directeur commercial. Ça, c'est votre projet et vos cibles. Je recherche un poste de directeur marketing dans les produits de grande consommation avec une préférence pour les produits alimentaires et les produits laitiers. Donc mes cibles, ça va être Bell, ça va être Lactalis, etc., etc. Donc vraiment se rendre visible dans cet écosystème parce que même si vous êtes le meilleur dans votre domaine, mais que personne ne vous connaît, ben vous resterez le meilleur dans votre domaine chez vous à attendre que votre téléphone sonne. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment la définition du réseau en recherche d'emploi. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau, c'est une méthode. Donc, on n'improvise pas dans le réseau. On applique une méthode qu'on apprend et sur laquelle, évidemment, on va peut-être apporter quelques évolutions. Donc, c'est ce que je vais vous donner en 11 points, la méthode en 11 points. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de pratiquer. Hein, c'est comme taper des balles au tennis, prendre des cours, et puis à un moment, il faut aller sur le court et jouer contre un autre joueur pour justement pratiquer ce sport qu'est le tennis. Le réseau, c'est un sport aussi. Euh, Autre point sur l'introduction, c'est que le réseau, au départ, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on ne nous l'a pas appris et que bah, il faut forcer un peu sa nature parce qu'on peut avoir beaucoup de peur par rapport au réseau. La première peur, c'est je vais déranger des gens
et j'ai pas envie de les déranger. Mon éducation m'a appris le fait de ne pas déranger surtout des inconnus. Deuxième peur, c'est pourquoi des inconnus vont me recevoir? Quel est leur intérêt et pourquoi ils vont accepter? Troisième peur, ça peut être je risque de déranger, je risque d'être redevable. Vous voyez, toutes ces peurs-là, il va falloir les lever et on va les lever ensemble pendant cette présentation. Alors, ensuite, vous avez évidemment sur le marché de l'emploi en France 4 dictatures. Donc le réseau va vous aider à justement contourner ces 4 dictatures. La première dictature, c'est la dictature du CV. En fait, dans le marché de l'emploi, vous pouvez répondre à des annonces sur des job boards, sur Cadre Emploi, sur LinkedIn, sur des annonces de l'APEC. Et là, qu'est-ce qui va déterminer que vous allez être choisi ou pas choisi? C'est votre CV. Donc, c'est déjà une première forme de dictature. Parce que votre CV, bah, il va être envoyé, il va être noyé parmi 200, 300, 400 CV. Et pour que votre CV arrive en haut de la pile et ne prenne pas la direction de la poubelle, ben, il a intérêt vraiment à bien coller à l'annonce. La deuxième dictature que vous connaissez bien, c'est la dictature du copier-coller. En France, on aime bien les copier-coller. Si vous êtes un directeur financier dans l'industrie chimique, les professionnels du recrutement, chasseurs de tête, cabinets de recrutement, vont vous proposer un poste de directeur financier dans l'industrie chimique. Donc, dès qu'on veut changer de secteur, ça devient compliqué, voire un peu louche. Et alors, le pire, c'est changer de métier. Et alors là, vous inquiétez tout le monde et surtout les professionnels du recrutement. Là, troisième dictature, c'est une dictature que vous ne connaissez pas, mais que certains connaissent, c'est la dictature du diplôme. En France, le diplôme est très important, même si vous avez 60 ans. Le fait que vous ayez fait l'école des mines, agro, les arts et métiers ou l'EM Lyon, bon, ben, ça vous positionne. Alors que la personne qui n'a pas le même diplôme que vous, qui en a un moins prestigieux ou qui n'a pas de diplôme, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile. Alors que ce que vous avez appris pendant le diplôme, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, bah, ça ne vous sert plus à grand-chose. Donc le diplôme, c'est un label. Euh, donc ça, c'est la troisième dictature. Et puis la dernière dictature, pour certains dans la salle, vous la vivez peut-être quotidiennement. En tout cas, c'est une dictature dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la dictature de l'âge. Puisque, il y a une discrimination à l'âge en France, ce qui est beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Et vous êtes senior, alors en fonction des métiers, en fonction des secteurs, vous êtes senior à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans ou à 60 ans. Alors la bonne nouvelle, évidemment, vous l'avez compris, c'est que pour contourner, pour éliminer ces 4 dictatures, l'outil, le vecteur principal, le vecteur magique, c'est le réseau. Grâce au réseau, vous n'avez pas à présenter votre CV et surtout ne l'emportez jamais en entretien réseau. Le réseau vous permet d'échapper au copier-coller. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'ai eu beaucoup d'exemples où des personnes ont justement pu atteindre leur objectif qui n'était pas dans la continuité de leur métier précédent ou de leur job précédent grâce au réseau. Le réseau, évidemment, pour ceux qui n'ont pas le diplôme qu'il faut, bah, ça permet d'éviter ce poids ou en tout cas ce frein à l'embauche. Et puis le réseau, bah, pour des seniors, soyons clairs, il n'y a que le réseau. Hein, le senior, c'est 95% de chances de trouver son job grâce au réseau. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut ensuite, évidemment, euh, alors j'ai mis 2023, j'aurais dû mettre 2024. Bon, réseauter en 2024, ça quand même, ça a beaucoup bougé depuis 2005 quand j'ai écrit la première version de mon livre. Ça veut dire quoi? Ce qui a bougé, c'est déjà, comme vous le savez, on est passé par une phase de pandémie qui a changé un certain nombre de choses dans le réseau. Et la première chose qui a été changée, c'est que jusqu'en 2019 ou début 2020, je disais, une poignée de main ne remplace pas une poignée de clics. Donc vraiment, priorité absolue à l'entretien réseau en présentiel. Avec la pandémie, ça a changé. Donc, priorité toujours au présentiel, mais vous avez beaucoup plus de gens, peut-être à peu près 25 à 30% des gens que vous allez solliciter,
qui vont vous proposer de faire un rendez-vous réseau sur Zoom ou sur Teams, c'est-à-dire en distanciel. Et ça a changé évidemment le réseau, puisque ben, en distanciel, il faut être prêt à bien faire son entretien en distanciel. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais ça veut dire que dans certains cas, ben, vous n'avez pas le choix parce que la personne, même si vous insistez pour venir voir cette personne à son bureau, elle va dire non, non, je préfère faire ça sur Zoom, c'est plus pratique pour moi, etc., etc. Et à un moment, vous ne pouvez pas insister plus que ça. Donc ça a donné, ça a changé déjà la donne du réseau. Euh, une autre chose qui est en train de changer la donne, c'est ChatGPT. ChatGPT, on pourra y revenir, mais ça est en train de changer un certain nombre de choses dans la recherche d'emploi et ça peut changer un certain nombre de choses aussi dans le réseau. Donc, tout ça pour dire que au fil des années, au fil des éditions de mon livre, ce qui était extrêmement intéressant, c'était de faire évoluer le texte du livre, le manuscrit du livre, avec des avancées puisque quand j'ai écrit le livre, pour vous donner un exemple, on est en 2004, puisque le livre est sorti en 2005, j'ai écrit ça en 2004. Dans mon livre, je parle de quoi? De viaduc. Viaduc qui, quelques années après, est devenu Viadeo. Et aujourd'hui, dans mon livre, dans la dernière édition, vous n'avez même pas une ligne, même pas une mention sur Viadeo ou sur Viaduc, puisque ce réseau social professionnel a totalement disparu. En revanche, LinkedIn, évidemment, fait partie des 11 facteurs clés de succès. Et donc, je rends hommage aujourd'hui à l'École des Mines, puisque la toute première conférence sur Viaduc, et on l'a évoqué à l'époque LinkedIn, mais on était en 2004, je l'ai faite en présentiel, puisqu'à l'époque, évidemment, tout se faisait en présentiel, à l'École des Mines, et on l'a fait à deux. Et je pense que ça a été vraiment une des toutes premières conférences sur les réseaux sociaux professionnels à cette époque. Et depuis, donc, on a fêté en 2023 les 20 ans de LinkedIn, puisque cette plateforme a été créée en 2003 dans la Silicon Valley. Donc, ça, c'est les changements du réseau, et on va évidemment les évoquer. Et maintenant, on passe au facteur clé numéro un pour réussir son activation du réseau dans son recherche d'emploi. Et le facteur numéro un, c'est évidemment le projet. Quand vous êtes dans une activation du réseau pour trouver un job, vraiment ayez un projet verrouillé. Ne demandez pas au réseau de trouver votre projet. Sollicitez votre association d'anciens élèves, le service carrière, euh, allez voir peut-être un coach que vous aimez bien et qui accepte de travailler avec vous, mais faites travailler sur votre projet très peu de personnes. Et ne demandez pas à tout le réseau que vous allez solliciter, voilà, j'hésite sur mon projet, qu'est-ce que tu en penses? Non, quand vous arrivez dans un entretien réseau, soit avec des gens que vous connaissez mais qui sont importants pour la suite, soit avec des gens que vous ne connaissez pas, évidemment, il faut que votre projet soit clair, précis et unique. Donc, ne présentez qu'un seul projet à une personne en face de vous. Prenons l'hypothèse que vous ayez deux projets. Premier projet, je cherche un poste de directeur financier dans l'industrie chimique. Deuxième projet, donc un poste en continuité. Deuxième projet, je veux reprendre une entreprise. Eh bien, vous allez présenter votre premier projet à l'écosystème pertinent par rapport à ce premier projet. Les gens de l'industrie chimique, les décideurs, les informateurs, les connecteurs, les chasseurs de tête qui chassent pour l'industrie chimique. Voilà, ça c'est cet écosystème. Vous présentez votre projet numéro un et que celui-là. Et en revanche, votre deuxième projet, vous pouvez le présenter à l'écosystème de la reprise d'entreprise. Donc les camarades qui font avec vous le CRA, ce qu'on appelle les intermédiaires, etc., tous ces gens qui gravitent dans cet écosystème de la reprise d'entreprise. Et vous l'avez bien compris, un seul projet. Facteur clé numéro 2, eh ben, c'est le ciblage. Quand vous êtes dans une démarche réseau, vous êtes dans une démarche proactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aller au devant de vos cibles. Vous devez vous rapprocher de vos cibles. Et pour se rapprocher de vos cibles, il faut déjà identifier des cibles. Si vous n'avez pas de cible et que vous faites du réseau, vous risquez de faire du réseau salon de thé. En disant, bon voilà, je cherche un job, si tu entends parler de quelque chose, etc., etc. Et ça n'impacte pas vos interlocuteurs.
En revanche, quand votre interlocuteur sait que vous cherchez un job précis et que vous lui avez cité des noms d'entreprises ou que vous lui avez donné votre liste de cibles, il est beaucoup plus à même de vous aider. Et ça, c'est important de bien comprendre que les cibles, c'est pas un secteur, c'est pas un univers, un domaine professionnel, c'est des noms d'entreprises. Donc, si vous cherchez un poste de directeur marketing dans les produits alimentaires, ben, il va falloir cibler des sociétés comme Lactalis, comme Bell, comme Agrial, comme Fleury Michon, etc., etc. Mais vous avez vraiment des noms de cibles. Et ce qui est très important et très intéressant dans le ciblage, et ça, c'est ce que moi je fais tous les jours avec mes clients, et pas plus tard que tout à l'heure, je travaillais sur le ciblage d'un de mes clients, c'est qu'il était dans la première liste de cibles, c'est-à-dire vraiment c'est la toute première liste de cibles qu'on est en train d'établir ensemble. Donc ça va être à peu près 25 entreprises. Et je lui disais quelque chose que nous, on a testé et qu'on a validé au fil des ans, c'est qu'on ne trouve dans sa première liste de cibles que dans 20% des cas. C'est-à-dire que 80% de nos clients trouvent un job non pas dans les premières cibles qu'il a listées, mais dans des cibles qui se sont ajoutées au fil des entretiens réseau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que vous rencontrez au fil de votre activation du réseau, donc les différentes personnes que vous allez rencontrer, elles vont vous donner des idées de cibles. Vous allez dire, voilà, je cherche chez Lactalis, je cherche chez Savencia, et puis quelqu'un va vous dire, bon, ben, est-ce que tu as pensé à Bell? Est-ce que tu as pensé à Terena, etc., etc. Et ben, vous allez ajouter évidemment à votre liste initiale des cibles complémentaires, souvent un peu moins connues, mais souvent beaucoup plus intéressantes pour trouver un nouveau job. Donc ça, c'est important, c'est bien comprendre que, il faut cibler pour justement réussir son activation réseau et que ce ciblage va s'enrichir au fil des rencontres. Facteur clé numéro 3, c'est de sortir de votre réseau direct, de sortir de votre premier cercle. Votre premier cercle, c'est quoi? Ce sont les gens que vous connaissez et qui vous connaissent. Des anciens d'école, d'anciens collègues, un cercle familial, un cercle amical, des copains de sport, etc. C'est votre premier cercle. Et si vous restez trop englué dans votre premier cercle, votre recherche d'emploi va être beaucoup plus longue que la moyenne. Pour que votre recherche d'emploi soit efficace, il faut justement exploiter le réseau indirect, c'est-à-dire sortir de votre premier cercle et aller rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, mais des gens qui sont sur la route de votre prochain job, donc des gens qui vont vous rapprocher de vos cibles. Et pour ça, vous avez un facteur clé qui est le facteur clé numéro 4, qui est la recommandation. La recommandation, c'est quoi? C'est bonjour, je m'appelle Hervé Bomelin, je vous appelle de la part de Cécile Albrecht. Et Cécile m'a vivement conseillé de vous rencontrer par rapport à mon repositionnement professionnel en cours. Et ça, c'est fondamental parce que avec une recommandation, vous avez entre 8 et 9 chances sur 10 pour que la personne sollicitée vous reçoive, alors en présentiel, voire en distanciel, alors que sans recommandation, vous avez une chance sur 10. Si vous êtes très très bon, très très bonne, 2 chances sur 10. Donc vous voyez toute la différence entre je bénéficie d'une recommandation pour contacter quelqu'un que je ne connais pas, hein, et je ne bénéficie pas de recommandation. Et là-dessus, je voudrais faire un petit aparté parce que c'est quelque chose que je constate très souvent dans les gens qui prennent contact avec moi pour obtenir 2, 3 conseils. C'est que vous avez des gens comme ça, je leur dis, mais vous faites du réseau? Ils me disent, oui, 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 je fais du réseau. Alors, je leur dis, mais vous faites quoi? Alors, ils me disent, ben, en fait, je vais sur LinkedIn et je me mets en contact avec des gens et ils acceptent la mise en contact et ensuite, je leur envoie un mail pour essayer de les rencontrer. Et je leur demande, mais est-ce que ça marche? Ils disent, ben, ils acceptent de se mettre en contact avec moi, mais quand je leur demande de les rencontrer, ils ne veulent pas me rencontrer. Donc, le réseau, ça ne marche pas. Et ma réponse est très simple, c'est de dire, mais attendez, cher ami, vous ne faites pas de réseau, vous faites de l'approche directe. Parce que approcher quelqu'un qu'on ne connaît pas sur LinkedIn sans recommandation, c'est pas du réseau. Le réseau, c'est quand il y a une recommandation. Donc, si j'approche quelqu'un que je ne connais pas sur LinkedIn,
ben, il va peut-être dire, OK, rentrez dans mon carnet d'adresses, mais quand à un moment je vais lui demander un entretien, là, évidemment, il ne sera pas d'accord. Donc ça, c'est très important. Alors, juste une chose aussi sur la recommandation, il faut vérifier que votre recommandation soit solide. Pour ça, deux questions. Première question, imaginons qu'on vous donne un nom, en disant, oui, il faut aller rencontrer Arnaud Solet. Donc, première question, très bien, Arnaud Solet, est-ce que je peux le contacter de votre part? Parce qu'il faut que votre connecteur connaisse Arnaud. S'il dit, bah non, Arnaud, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas. C'est pas une recommandation, c'est du net dropping. Donc, première question, est-ce que je peux le contacter de votre part? Deuxième question, et si je le contacte de votre part, est-ce que vous pensez qu'il aura le temps de me recevoir? Ou de me consacrer un peu de temps? Ou de discuter avec moi? Ou d'échanger avec moi? Si vous avez deux oui à ces deux questions, évidemment, la recommandation, a priori, est solide. Profitez-en pour récupérer les coordonnées d'Arnaud, hein, numéro de téléphone, le 06 ou le 07, et surtout son mail aussi. Et enfin, n'hésitez pas à demander au connecteur ou à la connectrice, et puis-je vous demander comment vous connaissez Arnaud? Ça, c'est un élément qui vous permettra de faciliter l'échauffement social au moment d'appeler Arnaud ou de le rencontrer. En disant, bah, écoutez, voilà, je viens de la part d'Hervé Bomelard, qui m'a vivement conseillé de vous rencontrer. Je sais qu'avec Hervé, vous jouez au golf, au racing tous les week-ends, etc. Voilà, ça crée un peu le lien. Donc ça, c'est la recommandation. Et très attention, faites très attention aussi, quand on vous donne des noms, vous avez 4 jours, maximum 5 pour les appeler. Prenons un exemple. Vous venez me voir, l'entretien se passe très bien, vous tenez la route, j'ai confiance en vous. Donc, je vous donne des noms que vous pouvez contacter de ma part. Et je vous dis, ben, tu peux contacter Lauriane et Alexandre. Et, il s'avère que vous sortez de mon bureau, et puis vous remerciez, tout va bien. Et puis moi, il s'avère que je déjeune avec Lauriane 15 jours plus tard. Et je lui dis, au fait, il y a quelqu'un qui a dû t'appeler de ma part. Et Lauriane me dit, non, personne. Oh, bah là, je suis un peu embêté, parce que je me dis, non, j'ai consacré du temps à quelqu'un et la personne ne fait pas le job. Et puis, quelques temps après, je prends un café avec Alexandre, je lui pose la même question, il me donne la même réponse. Et bien là, vous êtes morte, vous êtes mort. C'est-à-dire que je vous consacre du temps, je vous donne des noms, vous les appelez pas, c'est pas sérieux. Donc, dans mon esprit, vous êtes pas dans les clous. Donc, ça, c'est pas bon pour vous. Donc, très important, vous l'avez compris, appelez rapidement les gens dont on vous donne le nom. Si vous voulez pas les appeler, prévenez le connecteur. Prenons une hypothèse. Le connecteur vous a donné 4 noms. Vous décidez d'en appeler 2, mais les 2 autres, pour le moment où vous décidez de ne pas les appeler ou vous les appellerez jamais, vous envoyez un mail au connecteur en disant, voilà, dans les 4 noms, j'ai appelé ces deux-là et je les rencontre à telle date. Les deux suivants, pour le moment, je ne les appelle pas. Le jour où je les appellerai, je vous préviendrai. Et, bah, et si vous ne le prévenez pas, c'est que vous ne les appellerez jamais. Mais en tout cas, là, ça veut dire que vous respectez bien la règle du jeu du réseau. Donc ça, c'était le facteur clé numéro 4 pour réussir votre activation réseau. On va passer maintenant au facteur clé numéro 5, qui est évidemment un facteur clé très important. C'est la demande. Dans le réseau, il faut demander ce que les gens peuvent vous donner. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner? De l'information. L'information sur un secteur, sur un métier. Ils peuvent vous donner des conseils pour justement attaquer un secteur, approcher un secteur, mieux comprendre un secteur, etc. Ils peuvent vous donner la vision, les perspectives, de la prospective, justement, sur un métier qu'ils connaissent bien et sur lequel ils réfléchissent. Et ils peuvent vous donner des conseils sur votre recherche d'emploi pour quelqu'un qui vient de finir, par exemple, sa recherche d'emploi et qui l'a fini avec succès. Vous voyez, le réseau peut vous donner beaucoup de choses. Ce qu'il ne peut pas vous donner et ce qui va casser la démarche réseau, c'est si vous leur demandez un job. Si vous travaillez chez Thales et que je vous appelle, même de la part de quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance, en disant, cher monsieur ou chère madame, vous travaillez chez Thales, vous êtes directeur ou directrice d'une business unit, je m'appelle Hervé Bomelard, je vous appelle de la part d'eux. Je voudrais savoir si dans votre business unit, il y a un poste qui pourrait correspondre à mon profil et à mes compétences. Qu'est-ce que vous allez faire?
soit vous me dégagez en touche en disant, bah, écoutez, non, on ne recrute pas, merci, au revoir. Donc, évidemment, vous me rencontrerez pas. Et deux, vous pouvez me dire, bah, écoutez, chez nous, non, mais je vous envoie à la DRH. Et la DRH, elle va faire son métier, elle va me demander un CV. Et envoyer un CV, c'est une candidature spontanée. Donc, c'est pas du tout de faire du réseau. Donc, ça, c'est très important de demander ce que les gens peuvent vous donner, parce que l'important, c'est de rencontrer les gens. C'est que ces gens que vous allez rencontrer rentrent dans votre bac à sable, apprennent à vous connaître, et bah, s'ils ont quelque chose sous le coude, soit ils pourront vous le proposer à la fin de l'entretien, soit ils vous le proposeront un peu plus tard. Hein. L'important, vous l'avez compris, c'est de se rendre visible et lisible auprès d'un maximum de personnes dans cet écosystème que vous ciblez. Donc, la demande, vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de précaution et faites en sorte d'adapter votre demande à chaque interlocuteur. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas demander toujours la même chose à tout le monde. À certains, vous allez leur demander quelque chose sur leur expertise, à d'autres quelque chose sur leur expérience, à d'autres quelque chose justement sur leur vision prospective et ainsi de suite. Donc vraiment, faites en sorte d'adapter chaque demande à chaque interlocuteur. Facteur clé numéro 6 consiste à intégrer les codes. Alors, intégrer les codes, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que le réseau, c'est d'abord quelque chose qui est fondé sur la confiance. Donc, je suis en recherche d'emploi, je rencontre quelqu'un que je connais, qui accepte de me rencontrer parce que je lui demande quelque chose qui peut me donner des conseils, euh, et cette personne donc me reçoit, se reconnecte. Cette personne voit que mon discours est clair, que ma posture est précise, que mon objectif, mon projet est pointu, que je connais toutes les méthodes de recherche d'emploi, etc. Donc, je lui inspire confiance. Parce que je lui inspire confiance et que je lui demande des contacts, il va m'ouvrir son carnet d'adresses. Donc, il va me donner peut-être deux, trois contacts. Et moi, mes parents, ils m'ont appris une chose, c'est pas parler à des inconnus. Et puis, j'ai ces peurs que j'évoquais en début d'entretien, qui est, contacter quelqu'un qui ne me connaît pas, il va jamais accepter de me recevoir, etc. Sauf que mon camarade me fait confiance et moi, je lui fais confiance aussi. C'est déjà la double confiance. Je fais confiance à ce camarade parce que s'il me donne des noms, je considère que ces personnes que je vais contacter vont me recevoir avec bienveillance. Donc, j'appelle les contacts qu'il m'a donnés et en fait, ces personnes que je contacte vont me recevoir pour une simple raison, c'est qu'elles ont confiance dans le connecteur, elles ont confiance dans la connectrice. Et donc, le réseau fonctionne sur cette triple confiance. Je fais confiance au connecteur qui lui fait confiance à son carnet d'adresse et le carnet d'adresse du connecteur fait confiance au connecteur. Et dès que la confiance est là, le réseau fonctionne. Dès que vous n'inspirez plus confiance, parce que vous ne respectez pas les codes du réseau, le réseau s'arrête. Donc, premier code du réseau, il est fondé sur la confiance. Le deuxième code du réseau, c'est professionnel à professionnel. En France, le réseau qui fonctionne, c'est je suis un professionnel qui rencontre un autre professionnel. Dès que je suis le fils d'eux ou le frère d'eux, on est dans le familial, ça se marie pas très bien avec le business. Et dès que je demande à un ami un service, mais c'est un ami très très proche, bah, très souvent ça marche pas très bien parce que cet ami n'est pas très bien connecté, ou alors il n'est pas dans les sphères, en tout cas professionnelles, dans lesquelles j'évolue. Donc, le réseau, c'est la force des liens faibles et la faiblesse des liens forts. Donc, ne pensez surtout pas que le réseau qui fonctionne, ça va être vos liens forts. Vos liens forts, déjà, par définition, ils sont peu nombreux. Hein, c'est la famille proche, les amis proches. Et très souvent, ils ne sont pas dans les sphères qui vous intéressent. Alors, ça, c'était le deuxième code. Le troisième code, c'est le donnant-donnant. Donc, quand vous êtes dans le réseau et que vous sollicitez des personnes, des rendez-vous, ces personnes qui acceptent de vous recevoir vont vous donner des choses. Elles vont vous donner un rendez-vous, elles vont vous donner de l'attention, de l'écoute, elles vont vous donner du temps, elles vont vous donner, si vous leur demandez, des conseils,
si vous leur demandez de l'information, si vous leur demandez des contacts pour continuer à justement quadriller le réseau, et elles peuvent même peut-être vous donner un job parce qu'à un moment, vous arrivez au bon moment, au bon endroit. Donc, vous voyez que la personne du réseau que vous sollicitez va vous donner énormément de choses. Et vous allez lui donner en échange quelque chose de très, très précieux, mais que cette personne ne va percevoir qu'au moment où elle va se trouver en face de vous. Parce qu'au départ, vous l'embêtez. Prenons quelqu'un que vous sollicitez, cette personne ne vous connaît pas, mais elle se sent obligée de vous rencontrer parce que vous venez de la part d'une personne de confiance à qui elle peut rien refuser. Et une fois que vous êtes en entretien, alors c'est encore mieux quand c'est en présentiel, en face de cette personne, eh bien cette personne, elle va prendre du plaisir. Plaisir à quoi? À rendre service, à se valoriser, puisqu'elle va parler de son secteur, de son métier, donc c'est plutôt valorisant. Rendre service à vous, candidat ou candidate, mais aussi au connecteur ou la connectrice qui vous envoie. Donc, elle prend du plaisir, elle est valorisée, euh, elle parle de son métier, elle vous aide. Alors, 80% des gens aiment bien aider. Et pour bien comprendre ce concept de la personne qui vous reçoit, au moment où pendant l'entretien, elle va basculer dans votre camp, c'est cette phrase célèbre de Benjamin Franklin qui disait, si tu veux te faire un ami, laisse quelqu'un te rendre un service. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre pourquoi le réseau fonctionne. Et puis, le dernier code, c'est la politesse. C'est quelque chose qui se perd. Hein. Les gens ont tendance à être de moins en moins polis parce on est dans une civilisation où ça va plus vite, où on est maintenant un peu plus en distanciel, donc on peut peut-être plus forcément respecter certains codes. Et puis surtout les codes, ben, on nous les apprend pas. Et donc, le code, c'est la politesse. Alors, je vous prends deux, trois exemples. Premier exemple, on arrive à l'heure à un entretien réseau. Arriver à l'heure, c'est l'entretien est à 11 heures, on arrive à 11 heures moins 5. On n'arrive pas un quart d'heure en retard ou une demi-heure en retard, évidemment. Mais arriver à l'heure, c'est pas arriver non plus trois quarts d'heure à l'avance. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Alors, le rendez-vous était à 10 heures, ils étaient à 9 heures. À 9 heures, ils étaient à mon bureau. Et ça, alors, c'est une forme d'impolitesse parce que d'une certaine manière, ils me dérangent. Alors, évidemment, je ne les reçois pas, mais voilà, ils me dérangent parce que l'accueil m'appelle en disant bah, il y a monsieur un tel qui est là, il a rendez-vous, mais il est dans une heure. Bah oui, bah, il attend. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Alors, pour aller plus loin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cette nouvelle, c'est là, j'ai collé l'image tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas dans le bon sens. C'est que un livre va bientôt sortir sur ce sujet, ça s'appelle Business Class. Avez-vous les codes pour réussir dans le monde professionnel? Et donc j'ai coécrit ce livre chez Duno avec Anne de Marisy et ce livre va sortir en mars. Et donc c'est vraiment les codes de politesse dans la vie professionnelle. Ça parle évidemment du réseau, ça part de la recherche d'emploi, donc tous les codes de politesse avec les DRH, les décideurs, les chasseurs de tête, etc., etc. Mais ça parle aussi des codes de politesse dans les déjeuners d'affaires, des codes de politesse par pays, parce qu'on a pris un certain nombre de pays où les codes sont pas forcément les mêmes. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est à un moment ou à un autre de comprendre que plus on maîtrise ces codes de politesse, plus on a de chances d'aboutir ou en tout cas d'atteindre son objectif, quel qu'il soit. Ensuite, le facteur clé numéro 7, évidemment, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn parce que quand vous faites du réseau, les personnes qui entendent parler de vous ou les personnes qui veulent vous recommander, bah, à un moment ou à un autre, elles vont aller regarder votre profil LinkedIn. Donc, votre profil LinkedIn, et il y a évidemment des webinars spécifiques sur ce sujet-là, il doit être parfait. Il doit être vraiment travaillé dans deux langues, français et anglais évidemment, mais vous devez avoir tous les bons mots-clés, il faut mettre des images, il faut mettre une image de background, il faut mettre une belle image de vous, il faut évidemment être actif sur LinkedIn, donc liker, partager,
commenter, alors toujours du positif, hein, surtout pas de critique. Donc vraiment tout un travail sur LinkedIn, deux choses pour optimiser votre travail. Le premier conseil que je vous donne, et c'est certainement le meilleur conseil que je puisse vous donner sur LinkedIn, c'est de piller les bonnes idées chez vos concurrents. Donc, vous êtes un directeur des opérations dans l'industrie automobile, chez un équipementier automobile. Repérez les gens qui ont à peu près votre profil sur LinkedIn, hein, vos concurrents, et puis repérez ceux qui ont vraiment bien travaillé leur profil LinkedIn, ça se voit tout de suite. Et là, vous allez piller toutes les bonnes idées chez cette personne, ou chez plusieurs personnes. Et la bonne nouvelle, c'est sur LinkedIn, il n'y a pas de droit d'auteur. Vous pouvez piller, copier tout ce que vous voulez, personne ne peut vous embêter. Je le dis d'autant plus que certains de mes concurrents, je l'ai bien vu, m'ont piqué plein de mes bonnes idées, que moi-même j'avais piqué ailleurs d'ailleurs. Donc vous voyez, là, LinkedIn, ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est qui est plus, on va dire, novateur, et dans la neuvième édition de mon livre, j'en parlerai, mais dans l'édition actuelle, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que c'était pas encore tout à fait à l'ordre du jour, c'est d'utiliser ChatGPT. Donc ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos clients? Évidemment, on travaille leur profil LinkedIn, on travaille vraiment en profondeur, et à un moment, on le passe avec ChatGPT pour voir ce que ChatGPT peut nous aider à améliorer. Il peut nous améliorer la fluidité du discours, il peut faire de quelque chose qui est un peu gros, il peut faire quelque chose de plus ramassé, il peut donner des nouveaux mots-clés, etc., etc. Donc, je vous prends un exemple, par exemple. Vous n'avez pas fait votre rubrique info sur ChatGPT. Eh ben, vous allez piquer les rubriques info d'un certain nombre de vos concurrents, vous en piquez 5, vous les mettez les unes après les autres, vous passez ça dans ChatGPT en disant fais-moi une rubrique info qui synthétise ces 5 rubriques info. Ben, je peux vous dire que vous avez gagné beaucoup de temps. Alors, ce n'est qu'une utilisation parmi d'autres de ChatGPT. Nous, on l'utilise aussi beaucoup pour préparer des entretiens de recrutement, pour justement aider nos clients à être beaucoup plus efficaces dans beaucoup de choses. Donc, ChatGPT, c'est un assistant. Voilà, c'est un assistant qui est à votre disposition aujourd'hui. Il suffit simplement de savoir utiliser l'outil qui, franchement, n'est pas très compliqué. Facteur clé numéro 7, numéro 8, pardon, c'est la mise en contact. Alors, la mise en contact pour, évidemment, contacter des gens du réseau qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qu'on va, dans ce cas-là, contacter de la part d'une relation commune. Bah, le premier vecteur, c'est le mail. Donc, j'envoie un mail à quelqu'un, mais ce qui est très important si vous envoyez un mail, c'est de bien mettre à la fin du mail si vous êtes d'accord pour justement que nous nous rencontrions, je vous propose de vous appeler sous 24 heures pour convenir d'un lieu, d'une date et d'une heure. C'est-à-dire que ce qui est très important si vous envoyez un mail, c'est de garder la main. Parce que on s'est rendu compte il y a quelques années au sein du cabinet où je travaille, on donnait comme ça à nos clients, évidemment, c'est aussi notre rôle, des contacts. Et entre autres des contacts d'anciens clients, donc des gens qui étaient passés par nos mains expertes et avec qui on gardait des contacts, évidemment, puisque ces contacts de nos clients, on les garde dans la durée. Et certains de nos clients ne répondaient pas aux mails de nos nouveaux clients. Donc à un moment, quand on a constaté ça, on s'est dit, bon, il y a quand même de la perte au feu, c'est pas normal. Donc on a appelé ces clients qui répondaient pas. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, ah oui, mais j'ai bien reçu le mail d'Hugo, mais je me disais qu'il allait m'appeler. Donc c'est pour ça que maintenant, on dit à nos clients, et je l'ai mis d'ailleurs dans le bouquin, je l'ai mis sur différents outils, dire, vous envoyez un mail, mais vous dites que vous allez appeler derrière. Donc le mail, il est là pour préparer le coup de fil. Et le coup de fil, il est là pour prendre le rendez-vous. Ça, c'est le premier vecteur, donc c'est mail, et derrière le mail, j'appelle. Deuxième vecteur, c'est l'appel téléphonique direct. Donc, je suis à l'aise au téléphone, je connais mon script d'appel, hein, parce que dans ce cas-là, il faut avoir un script d'appel qui est vraiment, là encore, vous trouvez ça dans les bouquins, vous trouvez ça sur Internet, c'est comment j'appelle quelqu'un du réseau, et c'est un script qui est très spécifique. Donc, il faut le connaître pour bien l'appliquer. Et à ce moment-là, bah, vous appelez directement la personne, et puis, évidemment, vous décrochez le rendez-vous.
Si vous tombez sur un répondeur, deux solutions. Soit vous laissez un message en disant voilà qui je suis et je vous contacte de la part et je vous propose de vous rappeler. Vous gardez la main, hein. Et si vous voulez pas laisser de message, ben, vous laissez pas de message et vous allez rappeler. Mais ne laissez pas un message en disant merci de me rappeler parce que là encore, attention, la personne risque de ne pas vous rappeler. Troisième vecteur, le SMS, un peu comme le mail et sous une forme différente. Et quatrième vecteur que je vous déconseille d'utiliser, c'est LinkedIn. Parce que la messagerie de LinkedIn n'est pas la meilleure messagerie au monde. C'est une messagerie qui fonctionne pour les gens qui sont très actifs sur LinkedIn, mais vous avez souvent des gens en poste qui sont pas du tout actifs ou peu actifs sur LinkedIn. Et eux, alors je peux vous dire que LinkedIn, c'est la messagerie la moins prioritaire. Donc quelqu'un qui essaye d'obtenir des rendez-vous que sur LinkedIn, à un moment, ben, elle voit que ça marche pas très bien. Et j'ai eu comme ça des clients qui me disaient, bah, moi, ça y est, j'ai pris contact avec un tel sur LinkedIn, il m'a pas répondu, donc il veut pas me voir. J'ai dit, non, non, tu as essayé sur LinkedIn, c'est pas grave, maintenant tu essayes avec son mail personnel ou son numéro de téléphone personnel. Et 9 fois sur 10, je peux vous dire que le rendez-vous avait lieu. Donc vraiment, méfiez-vous de LinkedIn qui est pas, c'est une messagerie peut-être pratique pour vous, mais c'est pour prendre contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas la meilleure messagerie. Ensuite, évidemment, l'entretien réseau. Alors, l'entretien réseau n'a rien à voir avec un entretien d'embauche, puisque dans l'entretien d'embauche, c'est le recruteur qui tient le volant, qui a la maîtrise de l'entretien. Dans l'entretien réseau, c'est vous qui tenez le volant. C'est vous qui allez imprimer le rythme et surtout le fonctionnement et le déroulé de l'entretien réseau. Donc l'entretien réseau, il a un objectif affiché qui est d'obtenir des conseils, d'obtenir des informations. Ça, c'est l'objectif affiché, c'est votre demande en quelque sorte. L'objectif euh, caché numéro un, c'est si la personne ne vous ouvre pas la possibilité d'un poste pendant l'entretien, c'est de sortir de l'entretien avec des contacts. Mais faites très attention, quand vous demandez un entretien réseau à quelqu'un, ne lui demandez pas un entretien pour avoir des contacts. Prenons un exemple, et ça m'est arrivé, des gens qui m'appellent en disant bonjour, je vous appelle de la part de Paul Dupont, qui est un très bon ami. Paul, je l'adore, hein, je ne peux rien lui refuser. Et ces gens-là me disent, Monsieur Pomelard, voilà, je voudrais vous rencontrer pour que vous me donniez des contacts. Autant vous dire que ces personnes-là, je les envoie comment dire, je les évite. Ou alors je leur explique, hein, dire, attendez, vous n'avez rien compris au réseau. Donc, on l'a vu, objectif affiché, récupérer de l'information, récupérer des conseils, etc. Affiché, objectif, on va dire, caché, si la personne n'ouvre pas de poste, c'est récupérer des contacts. Et puis l'objectif global, c'est de me rendre visible et lisible dans l'écosystème que j'ai défini tout à l'heure. Et c'est aussi à un moment qu'on me propose un job. Et donc, dites-vous que normalement, tous les 20 ou 30 entretiens réseau, si vous faites bien votre activation du réseau, on va vous proposer un job. Et vous voyez, il faut quand même rencontrer du monde avant d'avoir des propositions. Alors, les statistiques disaient, jusqu'en 2019, je pense que ça n'a pas trop changé, mais c'est vraiment une moyenne, voire même une médiane, sans entretien réseau, hein, sans entretien réseau, 3 pistes, un job. Ça veut dire quand même, il va falloir en faire des entretiens réseau. Alors, il y a des gens qui font gonfler les statistiques parce que ça va être 200 entretiens réseau, 250 avant qu'ils aient un job. Puis là, j'ai un client, il a même pas fait un entretien réseau que déjà, a priori, il va avoir un job. Donc lui, il va faire baisser les statistiques. Après, chaque cas, évidemment, est particulier. Donc, l'entretien réseau, il suit tout un déroulé, hein, que vous trouvez dans les bouquins, que vous trouvez sur Internet, etc. Donc vraiment, il faut vous entraîner à l'appel réseau. Si vous appelez quelqu'un pour prendre un rendez-vous, il faut vous entraîner après aussi avec un sparring partner. Ça peut être quelqu'un qui cherche un job comme vous, ça peut être un bénévole d'une association, ça peut être le service carrière de votre école. Simplement à vous entraîner à des entretiens réseau. Le conseil que je vous donne sur les entretiens réseau, c'est quand vous démarrez votre recherche d'emploi par réseau, commencez des entretiens réseau à faible enjeu.
simplement justement pour vous roder à l'exercice. Ne faites pas votre premier entretien réseau avec Bernard Arnault, parce que là, évidemment, vous risquez de ne pas être très très bon. Hein, c'est vraiment comme un sport, c'est de la pratique, de l'entraînement, et une fois qu'on est vraiment bien entraîné, c'est là où on est bon. Donc, commencez par des entretiens réseau à faible enjeu. Ensuite, le follow-up. Le follow-up, c'est de tenir ses contacts informés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas faire de réseau Kleenex. Il ne faut pas faire de réseau jetable. Le mauvais réseauteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous voir. Hein, vous êtes en poste, lui, il est en recherche d'emploi. Il vient vous voir et il vient de la part d'une relation commune. Vous acceptez de le recevoir. Ça se passe plutôt bien. L'entretien se passe bien. Vous lui donnez 3 contacts parce que vous êtes très, très généreux. Et il sort de votre bureau et le lendemain, il vous remercie pas. Déjà, première erreur. On remercie le lendemain de l'entretien. Et le mail de remerciement, il est à la fois une marque de politesse, mais oui, il est également stratégique. Le mail de remerciement, là encore, vous avez des exemples dans les bouquins et sur Internet, vous les trouverez. C'est chère madame, je vous remercie pour l'entretien que vous m'avez accordé hier. J'ai beaucoup apprécié les conseils que vous m'avez donnés et je vais tout particulièrement mettre en œuvre ce premier conseil. J'ai bien noté que je pouvais contacter Lauriane, Alexandre et Laurent de votre part, ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Bien entendu, je vous tiendrai informé de la suite de mes démarches. Et si moi, de mon côté, je peux faire quelque chose pour vous, surtout n'hésitez pas. Bien cordialement et vous signez. Vous voyez, le mail, il est très simple. Pourquoi il est stratégique? Parce que vous lui rappelez que, justement, cette chère madame vous a donné les noms de Lauriane, d'Alissandre et de Laurent, et vous dites que vous allez les contacter très vite. Donc, peut-être qu'elle va se dire, bon, bah, Lauriane et Alissandre, c'est bon, mais Laurent, je vais quand même le prévenir. Et donc, elle va quelque part peut-être préparer votre appel ou votre message sous forme de mail. Alors, le mauvais réseauteur, il fait pas ça. Déjà, il remercie pas. Ensuite, le mauvais réseauteur, ben, il vous tient pas au courant. Donc, il rencontre Lauriane, mais il vous tient pas au courant. Il rencontre Alexandre, il vous tient pas au courant. Et il rencontre Laurent, il vous tient pas au courant. Donc, il n'en a plus rien à foutre. Et en plus, il trouve un job 4 mois plus tard. Il vous le dit pas. Et vous l'apprenez en lisant le carnet des échos. Donc lui, je peux vous dire que quand il va revenir dans 2 ans, vous allez le dégager en touche. Hein. Il est hors de question que vous mouillez à nouveau la chemise ou que vous essayiez de l'aider parce qu'il n'a pas respecté une règle du jeu du réseau qui est justement de tenir ses contacts informés. Alors, je vous prends un exemple. Je reçois comme ça un garçon il y a quelques années, mais en plus quelqu'un que je connaissais, donc c'était mon premier cercle. Et puis il veut me voir, et puis donc on se voit, je lui donne des conseils. En plus, je pense que mes conseils étaient plutôt pertinents. Et je lui donne 2 contacts en disant, bah, écoute, tu peux appeler tel DRH et tel DRH parce qu'ils vont certainement te donner des idées, etc., etc. Évidemment, il sort de mon bureau le lendemain, il ne me remercie pas. Bon. Deux, les contacts, c'est par mes contacts que j'ai appris qu'il avait été reçu par ces 2 personnes. Donc lui, il ne m'a pas du tout tenu informé. Et pour couronner le tout, évidemment, après, plus de son, plus d'image. Il me rappelle 1 an et demi après. Et il me dit, eh ben, Hervé, j'aimerais bien te revoir parce que ceci, parce que cela, je voudrais avoir tes conseils. Je lui dis, mais on va l'appeler Robert. Mais Robert, mais on s'est vu il y a 1 an et demi. Tu n'as pas du tout respecté les règles du jeu. Tu m'as pas remercié, tu m'as pas tenu au courant des contacts que tu as rencontrés grâce à moi. Et je sais que tu les as rencontrés parce que eux m'ont tenu au courant. Voilà. Donc, pourquoi tu veux que je te reçoive alors que tu respectes pas les règles du jeu du réseau? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ah ouais, d'accord, mais tes 2 contacts, ils étaient nazes. Voilà. Donc, dans le réseau, la leçon que je peux vous transmettre, c'est qu'il faut donner envie. Voilà, il faut être non seulement poli, mais il faut donner envie. Donc, si vous tenez vos contacts informés, vous les remerciez le lendemain, ils vous ont donné des contacts, vous les tenez informés que vous avez été reçu par ces contacts qu'ils vous ont donnés, et au bout de quelques mois, vous trouvez un job et vous informez toutes les personnes qui ont accepté de vous recevoir et de vous aider, vous les informez une par une avec un mot personnalisé
la plupart du temps un mail ou un SMS personnalisé, là, vous respectez les règles du réseau. Là, vous êtes reconnu comme un bon ou une bonne réseauteuse. Euh, alors, ce qui est important aussi, c'est d'entretenir ces contacts. Prenons l'exemple. Nous sommes le 17 janvier. Donc, je viens vous voir le 17 janvier, on s'est vu à 15 heures. Donc, je vais vous remercier le 18 janvier, donc demain. Et vous m'avez donné deux contacts. Donc, votre premier contact, je le rencontre le 25 janvier. Donc, je vais remercier ce premier contact le 26 et le 26 en même temps, dans un autre mail, je vous tiens informé que justement, grâce à vous, j'ai rencontré cette personne très intéressante, etc. Deuxième contact, je le vois le 1er février. Donc, je remercie ce deuxième contact le 2 février et je vous tiens informé, vous, le même jour, le 2 février, que j'ai été reçu par ce deuxième contact que vous m'avez donné. Donc, je fais le job. Mais mon job, je vais le trouver que le 30 juin. Donc, je vais vous envoyer un message le 29, le 30 ou le 1er juillet pour vous annoncer la bonne nouvelle, que j'ai trouvé un job et que je vous remercie, vous avez été formidable, etc. Là encore, vous avez plein de messages, des modèles de messages dans un outil dont je vous parlerai. Et, mais entre, vous voyez, le 2 février et le 30 juin, il faut que j'entretienne le contact avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tous les 2 mois, je vais vous tenir au courant. Alors, soit je peux le faire d'une façon basique en disant, bah, écoutez, voilà où j'en suis, je tenais à vous tenir au courant, j'avance, etc., etc. Donc, ça, c'est le minimum syndical. Mais pourquoi tenir au courant toutes ces personnes qui me reçoivent au fil de l'eau? Pour qu'elles ne m'oublient pas, pour qu'elles continuent à veiller pour moi sur le marché caché, parce que c'est un marché plutôt caché. Et je peux faire mieux, je peux leur envoyer des cadeaux. Alors les cadeaux, évidemment, c'est pas une boîte de chocolat, bien que, mais c'est plutôt l'invitation à une conférence. C'est plutôt le résumé d'un bouquin que je trouve sur des sites de résumé de livres. C'est plutôt un rapport, une étude que je retrouve parce que je fais beaucoup de recherches sur Google et je récupère des études, des rapports qui viennent nourrir justement ma compréhension d'un marché ou d'un secteur. Ça peut être un lien par rapport à une vidéo, ça peut être un conseil sur une formation que j'ai suivie ou voilà, j'ai suivi une formation extrêmement intéressante et je vais envoyer le lien de cette formation ou je vais donner un résumé que j'ai fait de cette formation. Donc, ce qui est important, c'est que vous pensiez au réseau pour que le réseau pense à vous. Vraiment, ayez ce réflexe parce que dans les gens qui sont en recherche d'emploi, les gens qui envoient ce type de cadeau, c'est-à-dire qui ont cette discipline de tenir informé et de donner des nouvelles régulièrement à différentes personnes, aux différentes personnes qui les ont reçues, bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous faites ça, déjà, vous êtes dans les top guns du réseau. Et je finis sur le dernier conseil, évidemment, c'est l'organisation. Donc, le réseau, c'est chronophage, ça prend du temps. On peut très vite se prendre les pieds dans le tapis parce que la norme, c'est d'avoir allez, on va dire 5 et 10 entretiens réseau par semaine. Mais un entretien réseau, ça se prépare. Hein, on va pas la gueule enfarinée et improviser devant quelqu'un du réseau. Donc, ça se prépare. Si c'est en présentiel, ben, il faut se déplacer. Euh, on fait l'entretien, il faut revenir. Ensuite, on fait un compte-rendu d'entretien pour garder une trace. Ensuite, évidemment, on remercie le lendemain la personne. Donc, vraiment, c'est beaucoup de choses. Ensuite, il faut reprendre de nouveaux contacts, etc., etc. Il faut tenir au courant les connecteurs et les connectrices. Donc, c'est un énorme boulot. Et quand on n'est pas bien organisé, quand on fait tout ça sur un cahier à spirale, et ben, à un moment, on se prend les pieds dans le tapis et on fait que des conneries. Donc, au XXe siècle, qu'est-ce qu'on avait? On avait Excel, hein, pour faire du réseau. Et aujourd'hui, on a d'autres outils. Donc, un que je vous présente là, que vous connaissez pour certains, qui s'appelle Job Finder. Et Job Finder, ça vous permet non seulement de tout mettre sur une seule plateforme pour vos rendez-vous, vos comptes rendus, vos pistes, vos contacts, les documents attachés à la piste ou aux contacts, etc., etc. Tout ça sur une seule plateforme sur le cloud. Et c'est vraiment un outil qui a été designé, qui a été construit pour le chercheur d'emploi, plutôt cadre supérieur,
justement, puisqu'il y a aussi les annuaires de chasseurs de tête, il y a un certain nombre de conseils par rapport à votre recherche d'emploi, sur tous les aspects, chasseurs, candidature spontanée, réseau, etc. Et aussi des outils qui sont des modèles que vous pouvez importer, qui sont la lettre de remerciement, la lettre d'approche directe pour le réseau, pour les chasseurs, pour les managers de transition, pour les fonds d'investissement, etc. Donc vraiment une boîte à outils que vous pouvez utiliser comme ça en quelques clics. Euh, donc ça, c'est Job Finder, ça ressemble à ça. Donc pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas, vous allez sur Job Finder et vous regardez. Et j'ai fini et on va conclure là-dessus. Donc la conclusion, vous avez compris, vous avez le choix entre networking ou not working. Donc à vous de choisir. Le livre que je vous ai présenté en quelque sorte, puisque c'est vraiment un résumé du livre que je viens de vous présenter, ça s'appelle Trouver le bon job grâce au réseau. Et pour ceux qui s'intéressent, ayant suivi une formation organisée par LinkedIn et offerte par LinkedIn à ce qu'ils appelaient les influenceurs médias, où ils ont eu la gentillesse de m'incorporer, le premier devoir de vacances que je devais faire pour LinkedIn, c'était de créer ma newsletter, ce que j'ai fait en septembre, je crois, fin septembre. Et donc, évidemment, ma newsletter s'appelle Networking or Not Working, et vous la trouvez sur LinkedIn en tapant Networking or Not Working, ou alors sur mon profil. Donc, toutes les semaines, je publie un article sur le networking, et autant vous dire que j'ai beaucoup de matière, donc je vais continuer avec beaucoup de bonheur. J'ai terminé cette présentation et maintenant, il nous reste du temps, évidemment, pour les questions. Alors, pour les questions, ce que je vous propose, on va déjà regarder dans le chat s'il y a des questions. Alors, je regarde en même temps que vous. Bien sûr. Pour jouer un J'ai juste replay une petite sera-t-il disponible? question. Enfin, comme vous Oui? voulez. Alors, il y a Non, une non, question allez-y, qui me allez-y. vient... Ouais, il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport à l'amorçage du réseau. En fait, comment on démarre cet amorçage-là une fois que le projet est verrouillé, bien sûr, une fois qu'on a identifié ses cibles? Comment le premier maillon, entre guillemets, se crée, puisque, a priori, il n'y a pas de recommandation sur la première touche, la toute première touche initiale. Alors, quand vous êtes avec votre réseau direct, vous n'avez pas besoin de recommandations. Donc, prenons un exemple, Philippe, on fait comme si on se connaît, hein, on s'est Ouais. connus il y a 10 ans dans la même boîte. Je fais partie de votre réseau direct, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail en disant Salut Hervé, comment vas-tu? Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, quand vous êtes avec votre réseau direct, pas besoin de recours. C'est quand vous passez au deuxième cercle, puis au troisième cercle, que vous devez avoir une recours. Ouais, mais comment du coup on fait le lien entre les cibles qu'on a identifiées et notre réseau de premier cercle qui, a priori, n'a aucun lien avec nos cibles? Ben, j'espère, Philippe, quand même que dans votre réseau de premier cercle, il y a quand même des liens. Parce que, alors, au pire, votre réseau de premier cercle, il est là. Il est, si vous êtes un mineur, si vous êtes un agro, si vous êtes un EM Lyon, etc., etc., vous avez certainement dans votre réseau de premier cercle des gens, mais prenons même l'exemple de quelqu'un que j'ai accompagné il y a quelque temps qui était un néoma. Et lui, il a passé toute sa vie en expatriation. Donc, quand il est revenu en France, il m'a dit, mais Hervé, j'ai pas de réseau. Eh bien, évidemment, le premier réseau, c'était moi, puisque je l'accompagnais. Donc, Mm. pour vous, ça peut être la personne du service carrière de votre école. Ça peut être une personne que vous avez croisée quand vous étiez à l'école et avec qui vous avez gardé peut-être quelques contacts. Mais on a toujours au moins une personne qui va nous donner deux contacts. Ces deux personnes vont nous donner à leur tour de contact et ainsi de suite. Mais Philippe, ne me dites pas, a priori, que vous n'avez pas de réseau. Ah Donc oui, oui, bien vraiment, sûr que non, non, faites bien le sûr. tour de votre On a premier tous un réseau, cercle. ça c'est Ouais, sûr. faites le tour de votre premier cercle. Vous allez au moins trouver deux, trois personnes qui vont vous permettre de rebondir sur d'autres personnes du deuxième cercle. Ok, ok. Alors, ensuite, donc, le replay. Oui, il y aura un replay. Webinaire, d'accord. Avez-vous un lien? Merci pour l'info. Hmm. Ça, je ne sais pas. Un accord entre les mines et Armétier pour cette conférence va Ouais, bénéficier des ouais. tarifs Ouais. adhérents. Ça, je ne sais pas. Oula. Je suis en train de Euh, chercher le lien pour vous le donner.
Alors, interrogez-nous concernant Job Finder, évidemment. Voilà. Maintenant, c'est tout sur la méthode. Quel serait l'intérêt de contracter un autre placement? Aucun intérêt. Surtout, ne contractez pas. Vous avez tout ce qu'il faut à bord. Merci pour l'exposé. Est-ce possible d'avoir un enregistrement? Ok, vous l'aurez. Nanana. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, on a fait le tour du chat. Alors maintenant, bah, n'hésitez pas, ouvrez votre micro, posez votre question, ou si vous avez une question et que quelqu'un pose déjà une question avant vous, vous levez la main. Alors, si la personne ne nous donne pas de contact ou que l'entretien est peu fructueux, doit-on quand même le remercier? Oui, oui, parce que vous êtes quelqu'un de poli, parce que vous êtes quelqu'un de courtois. Et même si ça s'est mal passé, il faut quand même le remercier. Voilà, il faut toujours laisser une bonne image. Je vais vous prendre un exemple que je trouve intéressant. Il y a quelques années, j'accompagne Denis, d'ailleurs que j'ai eu encore, c'était il y a même, j'ai accompagné Denis il y a 12 ans. Bon, il s'avère que Denis est devenu un ami depuis et que je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Mais à l'époque, je l'accompagne et Denis était dans une boîte anglaise, il se fait virer de cette boîte par un patron anglais d'ailleurs, et donc il se retrouve en outplacement et en recherche d'emploi. Et Denis trouve une boîte, enfin un job dans une boîte américaine, un concurrent américain. Donc il est très content, on sabre le champomis, c'est la fête à neuneux, c'est les bénanotes qui courent partout, on fait un petit feu d'artifice dans mon bureau, et il prend son job. Et puis un mois après, alors on fait le coaching d'intégration, et un mois après, il me dit, Hervé, il y a une catastrophe, ma boîte, la boîte américaine dans laquelle je viens de trouver un job, où je suis en période d'essai, vient de racheter la boîte anglaise qui m'a viré. Donc, je vais me retrouver en face de mon patron, celui qui m'aimait pas et qui m'a viré. Donc, panique. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que la boîte américaine dit à Denis, bah, écoute, Denis, on t'adore, hein, on était très content de travailler avec toi, mais comme on vient de récupérer une entité qu'il va falloir absorber des nouveaux collaborateurs, eh ben, last in, first out, comme tu es en période d'essai, on va te demander de ne pas continuer ta période d'essai. Je me souviens, Denis, à ce moment-là, est revenu me voir et vraiment, il avait le moral dans les chaussettes. Et mon job, c'est de lui remonter le moral, mais aussi de lui donner des conseils. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, Denis, pendant ta recherche d'emploi pour trouver ce job aux États-Unis, tu as rencontré à peu près 60 personnes. Donc, tu envoies dans les jours qui viennent un message à ces 60 personnes en leur expliquant la situation, hein, la vérité. Donc, voilà. Et voilà ce que fait Denis. Donc, il envoie 60 messages et il y en a 30 qui répondent. En disant, ah bah, Denis, on est désolé, mais bon, si on entend parler de quelque chose, évidemment, etc. Et un mois après, c'était au mois d'août, je me souviens, Denis m'appelle en disant, ça y est, une des 60 personnes m'a mis sur un job. Et en fait, Denis a décroché le job. Et c'était une des personnes qui n'avait pas répondu. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un rendez-vous réseau. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous accueille mal, qui n'est pas sympa, mais qui derrière peut peut-être vous donner un job. Alors, je vous reprends un exemple. J'ai un de mes clients comme ça, il sort de Canal+, il est plutôt dans la finance, et il me dit, moi, je veux travailler dans une boîte de luxe. Voilà, mon rêve, c'est de quitter les médias et d'aller travailler chez LVMH, chez Kering, chez Chanel, etc., etc. Et donc, il s'avère que dans mon réseau, j'ai comme ça un directeur financier qui travaille dans une filiale de LVMH, je l'envoie. Et quand mon client revient de ce rendez-vous, il me dit, mais alors vraiment, il m'a pris de haut, il m'a expliqué que le luxe était un milieu particulier, enfin, il a été imbuvable. Et vraiment, j'ai passé un mauvais moment et voilà. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques semaines après, le directeur financier de LVMH, c'était LVMH en question, a appelé mon client en disant, ah, il y a un job chez nous, je vous mets dessus, tenez-moi au courant. Et mon client est rentré chez LVMH. Donc, c'est pas parce que on ne sait jamais ce qui va se passer dans un entretien réseau. Il y en a qui se passent bien, moins bien, mais c'est pas parce qu'il s'est pas très bien passé que derrière il va pas se passer des choses positives. Voilà pour répondre à cette question.
Euh, Merci pour, oui, merci pour les précisions. J'ai une question un peu similaire. Si je passe à un entretien d'embauche pour un poste qui m'intéressait et finalement, après l'entretien, je suis moyennement motivé. Moi, j'avais appris qu'il valait mieux, toujours, si on veut appuyer notre candidature, faire un mail de remerciement peu de temps après l'entretien en disant ce qu'on a compris, retenu de l'entretien et en disant si on est, qu'on est toujours motivé. Si je suis moyennement motivé, est-ce que c'est quand même pertinent de faire ce mail en disant que je suis moyennement motivé? alors, Théophile, la question, c'est est-ce que vous allez prendre le job ou pas? C'est pas le niveau de motivation, moi, qui m'intéresse. C'est est-ce que vous allez prendre le job ou est-ce que vous allez dire non, désolé, je vais pas le prendre. Dans votre cas, ça va être quoi? Bah, dans l'exemple que j'ai en tête, j'avais pas envie de le prendre, mais parce que j'avais en parallèle des choses qui sont un peu débloquées quelques jours après sur d'autres pistes. Euh, mais Donc, ce si que je ça se comprends, débloque c'est pas, ok. Donc, vous voulez le mettre en attente, c'est ça? ouais, c'est ça un peu, ouais. Ok, en stand-by, en attendant de voir si les autres pistes fonctionnent. Dans ce Ouais. cas-là, faites le mail de remerciement. Parce que au moins, bah, a priori, vous restez dans la shortlist. Et vous restez plutôt en haut de la liste parce que vous respectez un code de politesse. Mais à un moment, si vous décidez de ne pas prendre le job, bah, plutôt que de ne pas envoyer de mail, etc., il faut mieux avertir la société ou le chasseur de tête en disant, écoutez, voilà, je vais arrêter là parce que j'ai autre chose ailleurs ou parce que, en fait, j'ai réfléchi et ça va pas le faire. Ce qui est très important, c'est pour votre image, c'est Hmm. d'être clair. Vous savez, alors, tout à l'heure, je donnais une conférence qui s'appelle L'avenir du Et travail. je me permets, dans le mail d'attente, du coup, enfin, le mail de remerciement, si je mets le poste en attente et que j'ai pas d'autres pistes à côté, est-ce que du coup je dis que je reste motivé, même si dans la Oui, réalité je suis moyennement oui, oui, tout motivé? à fait. Non, mais le D'accord, mail d'attente, c'est je vous remercie beaucoup pour l'entretien que vous m'avez accordé. J'ai beaucoup apprécié cet entretien. Évidemment, je reste motivé par rapport au poste et sous-entendu, revenez vers moi dès que les choses auront avancé. Oui, il faut faire un mail de base. Hein. ok, Alors, n'en faites pas des tonnes non plus. Hein, pas besoin de lister toute votre motivation. Donc, faites plutôt quelque chose de sobre. d'accord. Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport aux réseaux sociaux sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut le Oui. mettre open to work? Il y en a qui disent faut le mettre comme ça on sait qu'on cherche, on est ouvert à des missions. Il y en a qui disent faut pas le mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je fais partie de la deuxième catégorie qui est ne pas mettre le open to work, donc pas mettre ce petit cercle vert, parce qu'on est en France, la France est un pays particulier, et dans d'autres pays, on peut le mettre, c'est tout à fait normal, on est sur un marché peut-être plus fluide. En France, ça donne un peu, encore aujourd'hui, alors ça peut changer peut-être dans quelques temps, mais encore aujourd'hui, on déconseille à nos clients, nous, de le mettre parce que ça fait un peu mort de faim et qu'on est arrivé, on est avec des cadres expérimentés, vous faites partie de cette population de cadres expérimentés. Voilà. Il y a d'autres façons. Alors, sur LinkedIn, vous avez Open to Work, et puis vous avez un autre paramètre où vous dites aux chasseurs professionnels qui payent l'abonnement que vous êtes ouvert aux opportunités. OK, Open to Work, pour le moment, nous, on ne recommande pas de le mettre. Merci. Oui, bonjour. Oui, Oui, Lionel. oui, Lionel. Petite question. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'étapes comme le verrouillage du projet ou l'identification des cibles. Est-ce que si ces deux étapes sont pas complètement finalisées, est-ce qu'on peut déjà commencer à prendre contact avec son réseau proche ou... Moi, je vous le déconseille parce que le problème souvent des gens qui se précipitent dans le réseau alors qu'ils ne sont pas prêts,
c'est que, ils vont griller des cartouches. Or, le réseau, c'est un fusil à un coup. Alors, dernièrement, il y avait comme ça quelqu'un dans une conférence qui, à la fin de la conférence, m'a dit, ben, maintenant que j'ai assisté à cette conférence, je me suis rendu compte que j'ai fait une énorme erreur avec le tout premier rendez-vous réseau que j'ai eu, qui était un décideur dans une société dans laquelle j'aurais adoré travailler, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, j'ai grillé cette cartouche. Est-ce que c'est rattrapable? Donc, Monsieur Bomelin, est-ce que, à votre avis, on peut rattraper le coup? Eh ben, honnêtement, c'est très, très difficilement rattrapable. Quand vous avez produit une première mauvaise impression, c'est très difficile de revenir en arrière et de gommer cette mauvaise impression. Donc, je préfère quelqu'un qui prenne un peu de temps pour se préparer et qui se lance dans le réseau avec au départ des entretiens à faible enjeu pour justement se rôder que quelqu'un qui est trop pressé et qui va griller des cartouches. Très bien, ouais, c'est clair pour moi. Merci. Pardon, un peu pour construire sur la dernière question. Est-ce que par rapport au réseau, notre premier cercle, par contre, moi j'ai l'habitude de maintenir le contact, de bonjour, de dire ceci, cela, de donner des nouvelles. Ça n'est pas vraiment un entretien réseau, mais je pense que ça aide à favoriser un futur contact. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Non, mais le réseau, que ce soit votre premier cercle, il faut l'entretenir. Tout à Donc, fait. ce que vous faites, c'est très bien. Il faut entretenir le réseau. Et évidemment, quel est le meilleur moyen d'entretenir le réseau d'une façon annuelle? C'est les vœux. Hmm, Même si les vœux se perdent, euh, voilà, moi j'ai un de mes clients, là, il envoie 400 vœux. 400 vœux. Alors, moi, je suis pas à ce niveau-là. Moi, je dois être à 250. Mais c'est une façon pour lui d'entretenir son réseau. Et c'est lui qui, justement, vient d'avoir une proposition de job alors qu'il n'a pas été, il n'a pas encore commencé sa recherche d'emploi. hmm, Donc, quelque part, peut-être que ce fait d'avoir entretenu au fil des années ces 400 contacts fait que ben, il va un petit peu plus vite que les autres. hmm. D'accord, Mais merci. en tout cas, Eric, oui, je vous recommande de continuer de faire ce que vous faites. Mhm. Oui, ça me On paraît. va vous donner une médaille pour ça, la médaille du réseau. Merci. Bonsoir, oui. Euh, Petite question sur la visibilité de LinkedIn. Euh, euh, j'ai arrêté ma carrière il y a à peu près 8 ans parce qu'on est passé de 2 enfants à 4 enfants et que je me suis occupé donc de la famille. Et en parallèle, j'ai monté une entreprise de vente de vin. Et là, j'aimerais me relancer dans le réseau et surtout pas perdre mon activité qui me plaît, que j'ai créée. Et donc, je recherche un- une mission ou des missions, oui, de 1 mois, 2 mois ou à mi-temps. Et j'hésite à expliquer ça sur LinkedIn en mettant recherche de mission ou alors je laisse mon activité principale, le vin, euh, qui est aussi un plaisir. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quoi faire là-dessus. Est-ce que vous avez des Alors, conseils? Edouard, ce qui est clair, c'est que LinkedIn, c'est une vitrine. Donc, c'est un peu, si vous avez un restaurant, ça va être la vitrine de votre restaurant. Et le point, enfin, la limite de LinkedIn, c'est que vous ne pouvez afficher qu'une chose. Donc, à un moment, il faut choisir entre Oui, afficher votre activité actuelle ou afficher votre recherche. Moi, a priori, je préfère garder votre LinkedIn avec votre activité actuelle et de utiliser le réseau pour faire passer votre message que, à côté de votre activité actuelle qui roule toute seule, vous cherchez des missions. d'accord. Merci beaucoup. Alors, juste, tout à l'heure, je parlais, dont je donnais tout à l'heure une conférence que je donne maintenant assez souvent qui s'appelle L'avenir du travail. Et je réagis par rapport à Théophile d'ailleurs. Euh,
dans l'avenir du travail, j'explique comment le travail évolue et va évoluer dans les années à venir. Et il y a un certain nombre de phénomènes que vous connaissez, qui étaient la grande démission, le quiet quitting, hein. Le quiet quitting, en fait, c'est j'en fais le minimum au bureau. Mais il y a aussi pour les chasseurs de tête et pour les cabinets de recrutement un nouveau phénomène, c'est le ghosting. Le ghosting, c'est les candidats fantômes. Et ça, c'est l'horreur des cabinets de chasse et des cabinets de recrutement. Ce sont les candidats qui commencent un processus d'embauche et qui, à un moment, vont disparaître de ce processus. C'est-à-dire qu'à un moment, le chasseur ou le cabinet de recrutement essaye de les appeler, la personne ne répond plus, elle a disparu dans la nature. Et le pire du pire, c'est le ghosting de fin de mission. C'est-à-dire que, voilà, on a trouvé un candidat, nous, société, grâce à un chasseur de tête. Ce candidat, c'est Hervé Bomelard. Il a passé tous les entretiens et on l'adore, on veut absolument qu'il rejoigne l'entreprise. Et évidemment, on va lui envoyer un contrat, une proposition, une lettre d'embauche. Et Hervé ne répond plus. On l'appelle, il répond plus au téléphone. On lui envoie des mails, il répond plus. Voilà, c'est le candidat qui est devenu fantôme. Ça existe de plus en plus, hein. C'est vraiment quand vous rencontrez des chasseurs, ils disent c'est notre enfer aujourd'hui. Et c'est lié aussi au fait que le marché de l'emploi ces 2 dernières années était plutôt bon. Donc les candidats ont repris du pouvoir et pour certains, ben, ils respectent pas certains codes de politesse, on va dire. Donc très important, votre image sur le marché, hein, donc l'image déjà de tout ce que vous avez construit dans votre carrière, mais aussi votre image pendant la recherche d'emploi. Alors, c'est Hamza qui pose une question. Oui, bonsoir, merci encore pour tous ces conseils. Je voulais aussi savoir, avec l'émergence de ChatGPT et toute l'intelligence artificielle, donc on sent qu'il y a pas mal de postes qui vont devenir de plus en plus rares, ou qui vont être concurrencés par l'intelligence artificielle. Pourquoi avoir, je dirais, 10 salariés alors que peut-être un ou deux avec ChatGPT ou d'autres outils bah, suffiront. Avec votre expérience, quels sont à peu près gérer les postes ou les métiers qu'il faudrait peut-être éviter? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de se former un peu, pas seulement à l'utilisation de ces outils, mais peut-être derrière avoir un peu des bagages techniques? Est-ce que ça va être utile? Enfin, pour mon cas, par exemple, je suis en train de me former à l'école 42. J'ai fait l'école 42 en même temps pour pouvoir avoir des bagages techniques. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et voilà, je voulais vraiment profiter un peu de votre expérience. Merci. Alors, ça tombe bien puisque on revient à la conférence que j'ai donnée à l'heure du déjeuner. On est vraiment sur l'avenir du travail. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle, beaucoup plus que le métaverse d'ailleurs, est en train de chambouler et va chambouler un certain nombre de métiers. Alors, il y a un certain nombre de métiers, il y a une liste comme ça qui existe. Alors, la liste, elle peut être différée d'un cabinet à l'autre puisque c'est des cabinets de prospective qui font ça. Ce qui est vraiment intéressant, déjà, c'est de se dire, alors, dans cette conférence, qu'est-ce que je lis? Je lis avant, dans le temps d'avant, un temps qu'on ne connaît plus, il y avait les études, ensuite il y avait le job, et ensuite il y avait la retraite. C'est ça, le schéma. Maintenant, on est sur un schéma comme ça. C'est-à-dire, il y a les études, en parallèle, il y a le job, et en parallèle, il y a la retraite. Donc, on va le faire différemment. Les études, donc c'est la formation tout au long de la vie. Et plus ça va, plus on a tous besoin de faire ça. Ensuite, en parallèle, il y a le job. Alors, le job, ça peut être un CDI, un CDD, un enchaînement de missions, chacun trouve ce qu'il veut. Et en parallèle, il y a les loisirs. Loisirs, c'est les voyages, les vacances, les RTT, tout ce que vous voulez. Et comme, évidemment, l'âge de la retraite recule, et dans la conférence que je donnais tout à l'heure, même chose, je leur dis, mais attendez, 2023, on a repoussé l'âge de la retraite, et on pense que c'est terminé. Pas du tout. En 2028, on aura une nouvelle réforme qui va repousser l'âge de la retraite peut-être à 66 ans. En 2032, on sera à 68 ans, et ainsi de suite. C'est-à-dire, évidemment, il suffit de regarder les courbes démographiques pour voir qu'on va devoir travailler de plus en plus longtemps. Et à la limite, tant mieux pour ceux qui font un boulot intéressant d'ailleurs. Donc, pour répondre à votre question, il y a évidemment des jobs qui vont disparaître. Donc, si vous me dites, je suis assistant petite main dans un cabinet d'avocat et je compulse toute la journée la jurisprudence pour préparer la plaidoirie d'un des associés du cabinet, oui, ça, votre poste va disparaître.
En revanche, il y a d'autres postes qui ne vont pas disparaître. Et pour compléter ma réponse, il faut alors tout à fait vous former à tout ça. Donc l'école 42, c'est parfait, mais continuez après l'école 42 à vous former à ChatGPT, à plein d'autres nouveaux outils qui vont arriver qu'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en recherche d'emploi, il faut qu'il se forme à LinkedIn. Hein, quelqu'un qui a jamais trop travaillé son profil LinkedIn, qui connaît pas bien LinkedIn, vous êtes en recherche d'emploi, ça fait partie pour moi des formations absolument indispensables, évidemment, à suivre. Donc, oui, continuez à vous former et bravo pour ce que vous faites aujourd'hui. Sachez juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, hein, enfin, par exemple, dans l'environnement dans lequel je suis, en parallèle, je vais chercher aussi un boulot dans la gestion de projet qui me permettra, enfin, c'est un boulot plutôt alimentaire. Euh, En fait, il se passe des choses assez impressionnantes, ça va très très vite. Ça veut dire que ce qu'on voit déjà maintenant sur le marché, enfin, pour moi, ce que je suis en train de voir, la conception des choses, elle est déconnectée de ce que je voyais dans l'entreprise il y a 2 semaines ou 3 semaines. J'ai été encore où je voyais qu'il y avait deux mondes qui se côtoyaient, mais qu'il y en a un qui est vraiment l'ancien monde, en fait, hein. Mais ça, c'est mon avis. Parce qu'ici, ça parle de crypto. En Suisse, par exemple, dans certaines régions où on paye les impôts, les taxes par la crypto. Mais c'est assez impressionnant. En tout cas, mon impression, c'est que ça va aller très, très, très vite même. Alors, totalement d'accord avec vous. Dans cette présentation, je parle de l'accélération des mutations et je parle aussi de l'archipel. Vous savez, il y a un bouquin comme ça qui s'appelle L'archipel français, qui a été écrit par Jérôme Fourquet, qui explique qu'en France, aujourd'hui, ben, il y a pas d'unité nationale. Il y a, comment dire, des archipels, dans des îles différentes. Alors, il y a telle île ça peut être des communautés religieuses, ça peut être des groupes sociaux, ça peut être des groupes professionnels, etc. Et on vit tous sur une île avec un entourage particulier. Et ce qui est très intéressant, c'est la même chose dans le monde du travail. Vous avez quelqu'un qui est plutôt un artisan menuisier, bon, qui est sur un travail de précision, etc., etc. Il n'a rien à voir avec le trader qui vit dans un autre monde, sur une autre planète. Voilà, on est tous. Le gars qui vit dans un grand groupe, genre AXA ou Allianz, qui a 5 semaines de congés payés, qui a 20 jours de RTT, qui a un comité d'entreprise d'une générosité absolue et puis qui touche la participation plus des bonus, etc., n'a rien à voir avec le salarié d'une TPE. Donc, voilà, alors, moi, ma conclusion, c'est de dire, bon, dans cet archipel du monde du travail, choisissez bien votre île. Hein, si vous êtes sur l'île un peu désertique où il ne se passe rien, ben, ça va être triste. Soyez sur une île que vous avez choisie, évidemment qui est plutôt prospère, et surtout dans laquelle vous viviez bien, entouré de gens, de bonnes personnes. Donc, choisissez bien votre île. Merci beaucoup. Delphine, Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question qui concernait plus l'activation du réseau quand on n'est pas vraiment en recherche d'emploi actif. C'est-à-dire que là, vous avez décrit tout ce qui se passait quand effectivement on avait un projet très clair et qu'on avait envie d'exploiter fortement le réseau indirect avec ce projet. Maintenant, si on est par exemple dans un cas où on vient de changer de ville, on aimerait peut-être agrandir notre réseau pour peut-être prévoir ou commencer à prévoir la suite. Qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là, justement, d'activer uniquement le réseau direct? Comment vous nous conseilleriez sur ce point-là? tout dépend de votre objectif. Par exemple, prenons différentes hypothèses, vous me direz celle qui vous convient. Une première hypothèse, vous arrivez dans un nouveau poste. Mhm. Donc, vous n'êtes plus en recherche d'emploi puisque vous avez signé un CDI. Mais ce qui va être important et votre objectif numéro un à ce moment-là, ça va être de créer votre réseau en interne. Ça, c'est vraiment votre objectif prioritaire. C'est de tout de suite repérer dans votre nouvel écosystème ou dans l'entreprise dans laquelle vous arrivez les personnes avec qui il faut créer un lien, les personnes avec qui vous allez bosser, les personnes qui vont vous aider. Voilà, donc la priorité à ce moment-là, c'est de faire du réseau interne et d'entretenir un peu le réseau externe, mais ça, c'est une priorité moins importante. Donc ça, Ah, c'est quand j'arrive dans un poste, je suis dans une situation de prise de poste. Ensuite, prenons une autre hypothèse. J'ai une cliente comme ça qui était dans les produits, dans le champagne, en fait, directrice commerciale.
Et puis, elle décide de s'installer en province et devenir agent immobilière. Et donc, elle rentre dans une agence immobilière, un groupe d'agences immobilières qui est très connu maintenant. Et elle monte l'agence immobilière à Aix-en-Provence. Et ben elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? C'est construire un réseau de prescripteurs, d'apporteurs d'affaires, de gens qui voudraient vendre leurs biens. Et donc, elle va axer sa construction de réseau justement pour rencontrer tous ces gens-là. C'était donc se construire, enfin en tout cas se rendre visite dans cet écosystème qui peut lui fournir des maisons à vendre, des appartements à vendre et puis des clients. D'accord. Donc la question, Delphine, que je vous renvoie, c'est quel est votre objectif? Alors, oui, c'est encore un setup un peu différent. C'est plutôt justement un changement de ville en gardant un travail qui est en complet télétravail. Et donc, voilà, c'est pas l'option 1, c'est-à-dire qu'effectivement, ça serait une bonne piste si c'était changement, nouveau travail, de nouvelles personnes à rencontrer et se construire un réseau comme ça. C'est pas non plus le lancement d'un nouveau business sur la région. C'est un setup encore différent et donc effectivement c'est pas le plus évident. Donc après le business peut quand même faire créer un réseau en local, mais pas forcément hyper vite si on est sur une géographie commerciale à l'échelle française ou même internationale et que du coup on rencontre peut-être très peu de personnes localement. Alors, vous êtes dans une nouvelle ville, vous arrivez dans une nouvelle ville, c'est une ville en France, Oui, oui, tout à fait. d'accord? Donc, dans cette ville, vous connaissez quelques personnes? Oui, 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 effectivement. Mais pas forcément dans Alors, mon secteur d'activité, par exemple. C'est ce que vous disiez, ok. le cercle, le premier cercle n'est pas forcément celui qui apporte le plus de contacts directement, en fait. Alors, moi, le conseil que je vous donne déjà, c'est de demander à ces personnes de vous présenter d'autres personnes. Mhm. Parce que ces personnes, si elles sont installées dans la ville, peuvent vous présenter d'autres personnes. Donc, petit à petit, ça va vous permettre d'élargir votre premier cercle au sein de cette ville. Et puis, de regarder aussi quelque chose qui est quelquefois moins intéressant, mais qui pour vous peut être intéressant, c'est de regarder les cercles qui peuvent exister dans cette ville. Par exemple, si vous jouez au tennis, peut-être ça peut être intéressant de vous inscrire dans le club de tennis de la ville. Si vous jouez au golf, pourquoi pas le club de golf. Euh, Regardez s'il n'y a pas une association dans Ouais. laquelle vous pourriez participer. Simplement, c'est par votre proaction, le fait d'être active, d'aller au-devant des gens, d'aller apporter peut-être de l'aide à une association, de vous inscrire dans un club ou je ne sais quoi, peut-être un club de femmes, un club business local de femmes. À un moment, si vous êtes proactif, si vous avez cette discipline d'aller à la rencontre de gens que vous ne connaissez pas, vous allez évidemment élargir votre premier cercle. Très bien. Effectivement, donc plutôt extension du premier cercle et on garde le réseau avec beaucoup de rendez-vous et tout ce que vous mentionnez pour une recherche active de poste, quoi. Voilà. Mais vraiment, priorité aux priorités. Votre priorité Mhm. aujourd'hui, c'est pas de retrouver un poste, c'est vraiment de vous faire des amis, en quelque sorte, de vous faire des relations dans cette nouvelle ville où vous débarquez. Très clair. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'ai la question un petit peu inverse. C'est que je ne suis plus en poste et donc je suis en recherche d'emploi depuis le 1er janvier. Je cherche à briguer des postes plutôt en direction digitale d'entreprise ou alors en COMEX de start-up. Ma problématique, c'est la problématique de la pression financière. Est-ce que vous conseillez de prendre un job alimentaire le temps de lancer, d'entretenir sa démarche réseau, ou alors d'aller sur la démarche réseau tous azimuts pour vraiment être dans sa cible, quitte pour employer les grands mots, à prendre un prêt à la consommation pour pouvoir tenir quelques mois de plus? Alors, dans votre cas précis, le prêt à la consommation, alors moi, je déteste ça. J'ai vu trop de personnes qui prenaient des prêts à la consommation et c'était pour moi une arnaque. Je ne sais pas les taux du prêt à la consommation aujourd'hui, mais comme l'inflation a augmenté, je pense que c'est pas terrible. Donc, dans votre cas, même, ça mériterait d'approfondir un peu. Mais si vraiment vous voulez ne pas entamer votre capital ou en tout cas
devoir demander un prêt à la consommation. Je préfère que vous preniez un job alimentaire d'attente et que vous profitiez de votre temps libre, qui sera évidemment moins étendu que si vous étiez hors poste, pour faire du réseau et chercher tranquillement un job. Ouais, voilà. La question, c'était aussi la question du temps libre, parce que nouveau job dit, enfin, implique d'apprendre de nouvelles choses, de s'impliquer forcément un petit peu plus. Donc cette démarche-là, elle est possible dans son temps libre, selon vous, dans le cadre d'un nouveau poste qui serait alimentaire. Exactement, mais c'est pour ça qu'il Ouais, faut bien quand même choisir votre poste, on va dire, alimentaire et d'attente, parce que si c'est un poste où vous bossez 15 heures par jour et même le week-end, le prenez pas, parce que vous n'aurez pas le temps de évidemment, faire le évidemment. reste. Voilà. Ouais, En tout à revanche, fait. on vous propose un poste, bon, vous voyez que bon, on est sur des horaires normales, que vous êtes plutôt en centre-ville, ça vous permet de faire des déjeuners réseau à l'heure du déjeuner sans prendre trop de temps. Dans ce cas-là, oui, oui, prenez le job d'attente. Ok, très bien, merci. Alors, sur LinkedIn, souvent des personnes souhaitent se connecter à moi, mais dans certains cas, j'y vois peu d'intérêt. Dans ce cas, est-ce préférable de les accepter quand même, quitte à, quitte à se déconnecter d'elles ensuite? Bah, écoutez, sur LinkedIn, la règle, c'est quelqu'un qui veut se connecter à vous. Si vraiment cette personne ne vous intéresse pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre. Hein, c'est toléré. Alors, ce que Théophile vous dites, vous avez raison. Moi, ça m'est arrivé de le faire. Donc sur LinkedIn, bah, la personne veut se connecter avec vous, bah, vous dites oui, puis au bout d'un certain temps, vous voyez que il passe rien, et ben dans ce cas-là, vous la supprimez de votre carnet d'adresse et cette personne ne le voit pas. Alors il y a quelques années, j'ai donné une conférence à l'école des mines et justement, on m'a posé la même question. Et c'était, à mon avis, c'était avec Michel, c'était au moins il y a 15 ans. Et donc j'ai dit, voilà, moi c'est ce que je fais. Hein, j'accepte et puis après je vire. Et il y avait quelqu'un dans la salle qui avait dit, oui, je sais parce que vous m'avez viré. Donc voilà, c'était assez drôle. Mais moi, à titre personnel, c'est très rare que je vire. Ça, j'accepte tout le monde et je vire pas. Parce que les seules personnes que je peux virer, c'est vraiment les gros toxiques. Le gros toxique, c'est qui? C'est la personne que vous acceptez dans votre réseau. Et dès que vous publiez quelque chose, il critique. Il dit que c'est nul, qu'il n'est pas du tout d'accord, que voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le gros toxique. Et alors lui, déjà, il se plombe, hein, parce que moi, si demain, je dois engager quelqu'un ici dans l'assistance, bah, je vais aller regarder son profil LinkedIn. Et puis, je vais regarder tout ce qu'il fait, dans quel groupe il est. Et à un moment, je vais regarder ce qu'il commente et ce qu'il publie. Et si que je vois que tous ces commentaires, c'est pour baver, critiquer, limite insulter les gens, jamais je vais le recruter. Je veux dire, mais c'est un toxique, c'est un nuisible. Il va me pourrir ma vie, il va pourrir ma boîte. Donc, faites attention à ce que vous publiez sur LinkedIn. Si vous commentez et que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, bah, à la limite, commentez pas. Soyez toujours constructif et positif dans tout ce que vous faites sur LinkedIn. D'autres questions? On a fait le tour du chat, hein, je crois, en ne laissant Ah, personne de c'est l'heure côté. de la livraison des pizzas, donc je pense que tout le monde Voilà. a faim. Et donc, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier Hervé pour toutes ces astuces, tous ces conseils. Effectivement, comme je vois dérouler dans le chat, c'est très clair, c'est très enrichissant. Voilà, pertinence, clarté de la démarche. Hein, donc, voilà le ressenti global. Donc, merci beaucoup Hervé. Faites bon usage de tous ces conseils. Et puis, eh ben, commencez par vous relier les uns aux autres et démarrer dans cette activité nouvelle du réseau. Voilà, donc rapprochez-vous de vos services carrières ou de nous aux mines pour l'enregistrement. Et puis, bah, écoutez, bonne pizza, bonne soirée, et puis à très bientôt. Et merci encore Hervé à toi pour
tout ce que tu nous as dit ce soir. Merci Très et bon Voilà, bien, réseau. merci. au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, au revoir à Merci, au tous. revoir. Merci. Au revoir.